Des milliers de personnes ont rendu hommage à 127 des victimes du massacre de Srebrenica, dont les restes récemment découverts ont été inhumés à l'occasion du 21e anniversaire du génocide. C'est en 1995 que plus de 8000 hommes et adolescents avaient été exécutés par les forces serbes de Bosnie. Cet acte est reconnu comme un génocide par la justice internationale. Cette qualification a été contestée par Milorad Dodik, chef de l'entité serbe de Bosnie. « Je vous le dis, je ne reconnaîtrai pas le génocide n'a pas eu lieu », a-t-il déclaré à des médias bosniens. De son côté, Bakir Izetbegovic, chef politique des musulmans, a déclaré que le premier pas vers une véritable réconciliation sera fait lorsque la vérité sera reconnue et acceptée. Selon le mémorial de Srebrenica, 8372 hommes et adolescents ont été assassinés en quelques jours. 1000 corps sont à l'heure actuelle toujours recherchés. C'est ce dimanche 10 juillet que se déroulait la finale de la Coupe d'Europe qui voyait s'opposer la France, hôte de cette compétition et double vainqueur de cette dernière, au Portugal, équipe qui a atteint la finale en n'ayant gagné qu'un seul match dans sa durée réglementaire et ayant déjà participé plusieurs fois à la finale mais sans succès. Dès le début du match, la France a été fortement présente dans la surface de Raul Patricio. Et pour ne pas faciliter la tâche aux Portugais, Cristiano Ronaldo se blesse et sort à la 25e minute après une action dangereuse de la part de Dimitri Payet sans aucune intervention de l'arbitre. Et à partir de ce moment, les Bleus ont tout fait pour se donner l'avantage, mais les Portugais ont tenu le score de 0-0 pour atteindre les prolongations. Didier Deschamps l'avait dit, les Français ne se sont pas entraînés au pénalty, et donc, durant les prolongations, les Français ont pris des risques, ce qui a permis au Portugal de respirer et pouvoir se montrer dangereux sur des contre-attaques. Et c'est à la 109e minute que le Portugal prend l'avantage grâce à un tir de Eder hors de la surface. Les Bleus essayent de réagir mais sans succès, c'est donc le premier titre européen pour les Portugais, et malgré sa blessure, c'est tout de même Cristiano Ronaldo qui a soulevé la coupe. L'UNESCO a ouvert dimanche soir sa 40e session sur le patrimoine à Istanbul. Irina Bokova, la directrice générale de l'agence, a expliqué ce choix lors de son discours d'ouverture. Pour elle, il faut le voir comme un message important dans un monde où des extrémistes violents ciblent la diversité culturelle et alimentent la peur. Ce qui est en jeu à Istanbul, c'est de réaffirmer les valeurs humaines, le droit de l'homme et de se servir du patrimoine pour reprendre confiance. Le patrimoine mondial incarne une idée révolutionnaire, très humaniste. L'idée que les gens de toute culture peuvent faire face, peuvent s'unir autour des valeurs universelles exceptionnelles. Quand un site du patrimoine mondial est détruit, où que ce soit dans le monde, nous souffrons tous. Nous sommes tous diminués. Le vice-premier ministre turc Numan Kurtulmuş, se félicitant du choix d'Istanbul, a appelé à agir ensemble pour fonder une culture de la tolérance face au terrorisme qui menace autant la population que le patrimoine commun. Sans aucun doute, nous allons lutter tous ensemble contre la guerre, les combats, les occupations, les pressions et le terrorisme avec notre volonté politique. Mais en marge de cela, la plus grande réponse que peut donner l'humanité contre toutes ces abominations, contre le chaos et les crises, c'est l'accroissement des œuvres culturelles, de l'art, des œuvres de nos civilisations. Lors de cette session de l'UNESCO, près de 30 sites espèrent faire leur entrée sur la liste du patrimoine, notamment les œuvres de l'architecte franco-suisse Le Corbusier et du brésilien Oscar Niemeyer. Plusieurs dossiers liés à la préhistoire et des sites naturels. Lors de cette session, qui s'achèvera le 20 juillet, le comité mondial de l'UNESCO devra aussi réviser la liste des sites en péril. En Grande-Bretagne, la course à la succession de David Cameron est arrivée à son terme après le retrait de candidature d'Andrea Leadsom, ce qui fait de Theresa May la première ministre d'Angleterre. La candidate May est donc nommée chef du parti conservateur et prend très vite les rênes du gouvernement. Alors qu'elle doit compter avec de nombreuses pétitions et la pression d'un millier d'avocats pour refaire un référendum, celle qui était contre le Brexit lors de sa campagne se voit aujourd'hui prête à faire de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne un succès. Il n'y aura pas de tentative pour revenir par la porte dérobée. Le pays a voté pour sortir de l'Union européenne et en tant que Premier ministre, je m'assurerai que nous quitterons l'Union européenne.
Barack Obama s'est rendu mardi à Dallas accompagné de son prédécesseur George W. Bush ainsi que de leurs 2 épouses afin de rendre hommage aux 5 policiers tués par balle par un ancien réserviste de l'armée américaine. Démocrates et républicains, noirs, blancs, politiques et policiers se sont tenus la main pour signe d'union. Les disputes se transforment trop facilement en animosité. Les désaccords finissent trop rapidement en déshumanisation. Trop souvent, nous jugeons les autres groupes par leurs pires exemples, alors qu'on se juge personnellement sur nos meilleures intentions. Obama a tenu un discours émouvant rappelant l'importance du rôle de la police et les difficultés que présente cette profession. Malgré les multiples erreurs commises récemment par les forces de l'ordre, pour le président, les Américains doivent se réconcilier et s'unir. Il va falloir que nous soyons honnêtes les uns avec les autres. Nous savons que la grande majorité des policiers font un travail incroyablement difficile et dangereux. Ils méritent notre respect. Après la cérémonie, Barack Obama a rencontré pendant plus d'1 heure les familles des policiers tués et blessés. En Espagne, le président du gouvernement Mariano Rajoy s'est réuni avec Pedro Sánchez, le chef du Parti socialiste ouvrier espagnol, pour tenter de débloquer le pays. Rajoy estime qu'il y a urgence, alors que son pays approche son 7e mois sans gouvernement et que le Parti populaire ne dispose toujours que de 137 sièges sur les 176 qui lui sont nécessaires pour atteindre la majorité parlementaire. Rivera et Sánchez, les leaders de Ciudadanos et du Parti socialiste, ont manifesté leurs inquiétudes vis-à-vis de ce blocage, mais s'opposent toujours fermement à une alliance avec les conservateurs. Sánchez appelle le chef du PP à instaurer un dialogue avec ses homologues et à former une coalition qui soit viable et qui puisse apporter une stabilité gouvernementale, mais il refuse toujours de négocier à propos d'une alliance avec le chef du gouvernement. Le socialiste se dit inquiet par rapport à l'état des finances publiques ou encore à la situation en Catalogne, 2 problèmes qui ont été abordés lors de cette rencontre. Il a également parlé de la hausse des impôts des sociétés qui va en contre des promesses de Mariano Rajoy à ses citoyens. Lors de la conférence de presse, Sánchez a fait référence à une crise qu'il faut à tout prix prendre au sérieux. Il estime que cette législature doit être ouverte à la réforme constitutionnelle et appelle les citoyens à faire confiance au système parlementaire. Si la majorité n'est pas atteinte et le PSOE reste ferme, l'Espagne sera alors contrainte de se rendre pour la 3e fois aux urnes en l'espace d'1 an. C'est par l'intermédiaire de l'agence Amaq que l'État islamique a annoncé la mort de Omar al-Shishani, dit Omar le Tchétchène, un des chefs militaires du groupe État islamique. D'après l'agence, ce haut cadre de Daesh a été tué en Irak dans la ville de Sharkat pendant la bataille visant à repousser la campagne militaire pour reprendre la ville de Mossoul. Originaire de Géorgie et connu pour son épaisse barbe rousse, Omar al-Shishani a occupé des postes importants dans l'organisation État islamique, ce qui lui a valu de voir sa tête mise à prix pour 5 millions de dollars versés par les États-Unis à toute personne délivrant des informations fiables pouvant mener à lui. La mort de Omar al-Shishani est une perte importante pour l'État islamique. En effet, cela va affecter la capacité de recrutement surtout dans les régions du Caucase et de la Tchétchénie. De plus, ce commandant djihadiste était chargé de la défense des villes de Raqqa en Syrie et de Mossoul en Irak, 2 fiefs qui sont sur la défensive depuis quelques mois. Le ministère de la Défense russe a annoncé que son aviation avait réalisé plus de 50 frappes aériennes sur des positions de l'organisation État islamique dans la région de Palmyre au centre de la Syrie. Le communiqué précise que 6 bombardiers stratégiques partis de Russie ont frappé des cibles de l'EI à l'est de Palmyre et dans les localités d'Arak et d'Al-Soukana. Une station de pompage de pétrole a également été bombardée dans la région de Homs. Le communiqué stipule également qu'un poste de contrôle, une base, 2 raffineries de pétrole, de nombreux combattants et matériel militaire ennemi avaient été détruits. Ces frappes étaient consécutives à la mort de 2 pilotes d'hélicoptères russes tués quand l'hélicoptère syrien dans lequel ils volaient avait été abattu.
Depuis la conclusion d'une trêve négociée par Moscou et Washington, entrée en vigueur le 27 février dans toutes les régions syriennes, sauf celles contrôlées par les djihadistes, les communiqués de l'armée russe sur des bombardements en Syrie se sont faits sporadiques alors qu'ils étaient jusque-là presque quotidiens. Cette intensification des frappes russes intervient alors que le secrétaire d'État américain John Kerry est en route pour Moscou, où il doit rencontrer Vladimir Poutine jeudi soir. Selon des informations parues dans le Washington Post, les États-Unis vont proposer à la Russie une coopération militaire en Syrie contre l'État islamique et le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. C'est au milieu d'une période de tensions politiques et sécuritaires fortes que les Français ont célébré leur fête nationale. Célébrant non pas la chute de la Bastille, mais la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, pour laquelle 300 000 Français s'étaient rassemblés sur le champ de Mars pour célébrer la Révolution de 1789. Le président de la République française, François Hollande, a assisté au traditionnel défilé militaire en compagnie de tout son gouvernement. Les invités d'honneur de ce défilé étaient l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en hommage à leur participation à la bataille de la Somme en 1916. 22h40, Nice est en fête. Le feu d'artifice vient d'être tiré sur la promenade des Anglais. Tout le monde a les yeux rivés sur le ciel. Un camion fonce sur la foule composée de familles, d'enfants, de touristes. Incompréhension, peur et panique se mélangent aux cris face à l'horreur. Le poids lourd continue sa course meurtrière sur 2 km. Des dizaines de corps sont allongés sans vie. Il s'arrête, se met à ouvrir le feu sur les civils. La police réplique, crible le camion de balles et abat le conducteur. Les alentours se transforment pour aider les secours. Une boîte de nuit devient un hôpital, un hôtel, un PC de sécurité. Il y avait des bruits qui couraient, comme quoi qu'il y avait des terroristes avec des fusils. Donc on est descendu dans la cave en plein dans le noir. Et là, il y avait des étrangers, des Anglais, toute la population était là. Et on ne faisait pas un bruit, on se cachait, on avait très peur. Des femmes pleuraient, des enfants. Enfin, tout le monde avait peur, les hommes aussi. À 8h, le bilan fait état de 84 morts, des centaines de blessés. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Suite au Conseil de sécurité extraordinaire, le président français François Hollande a annoncé lors d'un discours prononcé en pleine nuit depuis l'Elysée que l'état d'urgence qui était censé s'achever le 26 juillet sera prolongé de 3 mois. J'ai décidé, sur proposition du Premier ministre et avec les ministres concernés, de la Défense comme de l'Intérieur, d'abord que nous allons maintenir à un haut niveau l'opération Sentinelle, celle qui permet de mobiliser 10 000 militaires en plus des gendarmes et des policiers. J'ai également décidé de faire appel à la réserve opérationnelle, c'est-à-dire à tous ceux qui ont un moment été sous les drapeaux ou ont été dans les effectifs de la gendarmerie pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes. Enfin, j'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet serait prolongé de 3 mois. Un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici la semaine prochaine. De nombreux chefs d'État ont également réagi à cette attaque, la condamnant fermement et offrant leur aide à la France pour l'enquête. Je veux aussi exprimer mon soutien au président Hollande et à son gouvernement qui font face avec un énorme courage à cette offensive terroriste. Le crime à Nice, qui a fait des morts et des blessés, y compris parmi des citoyens russes, a été commis avec une cruauté et un cynisme particuliers. J'aimerais souligner une fois de plus que nous ne pouvons vaincre le terrorisme qu'en unifiant nos efforts. Dans de nombreux pays, des rassemblements ont eu lieu en hommage aux victimes de l'attaque, certains respectant une minute de silence, d'autres allumant des bougies et déposant des fleurs.